Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Les Français ont-ils trop d'aide sociale? C'est notre fait du jour et c'est un sacré débat relancé en ce week-end de Pentecôte par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Il était sur Europe 1 hier, vous allez l'entendre dans une seconde. Vous savez que nous sommes le pays où l'on verse le plus d'allocations au monde. Pour beaucoup, c'est une bonne chose. Pour beaucoup d'autres, c'en est une mauvaise et il faudrait en verser moins. On va en débattre ensemble, on va en discuter ensemble. Vous pouvez évidemment en discuter avec nous sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, hashtag E1soir, parce que je vous fais une confidence, notre standard a explosé, donc on n'est pas en situation malheureusement de vous accueillir en direct à l'antenne ce soir. Bonsoir Christian Saint-Etienne. Bonsoir. Merci d'être avec nous, économiste bien évidemment. Vous êtes professeur titulaire de la chaire d'économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers. Et Louis Morin, bonsoir Louis Morin. Bonsoir. Président de l'Observatoire des inégalités, vous nous rejoignez depuis Tours. En tout cas, c'est dit, hier Bruno Le Maire a confirmé sur Europe 1 l'intention du gouvernement de baisser les aides sociales en cas de recul du chômage. Nous estimons que la manière dont on lutte contre les inégalités depuis 20 ans ou 30 ans en France n'est pas la bonne. Il y a des inégalités importantes liées à la formation, à la qualification, à l'emploi et au chômage. Et nous compensons ces inégalités importantes par des aides sociales toujours plus élevées. C'est quasiment 50% de la dépense. Donc expliquer qu'on va réduire la dépense publique sans rien toucher aux aides sociales, ce ne serait pas cohérent et ce ne serait pas juste ni lucide vis-à-vis des Français. D'abord, une rapide vérification. 50% de la dépense publique en France, ce sont des aides sociales ? Je pense que le ministre est allé un peu vite. Ça inclut en réalité les prestations retraite. Donc, si on prend... vous avez 3 grands blocs de dépenses de protection sociale. Alors, les protections sociales, la protection sociale en France, c'est 33 points de PIB. C'est effectivement très élevé. C'est le record du monde, effectivement. Mais c'est l'ensemble de la protection sociale sur une dépense publique qui est de 56 points de PIB. Et sur les 33 points de PIB, vous avez 15 points de PIB de retraite. Et ensuite, vous avez 9 points de PIB, un peu plus de 9 points de PIB de santé, on est déjà à 24. Donc les aides sociales ne peuvent pas être supérieures à 9. Donc ce n'est pas la moitié et je pense qu'il a inclus dans son esprit les allocations retraite. Et les allocations qui pèsent le plus sont les allocations chômage et le RSA, on est d'accord, hein? Oui, alors les allocations chômage, c'est la politique de lutte contre le chômage qui coûte cher par rapport aux autres pays puisqu'elle est à plus de 3 points de PIB, mais les allocations chômage en tant que telles, elles sont à peu près au même niveau qu'ailleurs. C'est la moitié de la dépense qui est mise en œuvre pour lutter contre le chômage. Hein, c'est ce qu'on appelle, on distingue les allocations actives et les allocations passives, mais l'autre grand bloc, c'est les allocations logement. Les allocations strictement pour aider les gens qui sont en grande difficulté, en grande pauvreté, c'est 1,5 point de PIB. Et ça fait combien un point de PIB jusqu'on peut réussir à traduire ça ? C'est 22 milliards, donc on est à 33 milliards. Voilà, pour vous donner une unité de mesure, puisqu'on a parlé en point de PIB depuis le début de notre conversation. Effectivement, à 22 milliards. Ça permet d'avoir une unité de mesure. Louis Morin, est-ce qu'une baisse du chômage, ça ne fait pas mécaniquement baisser ces allocations d'ailleurs ? Alors oui, tout d'abord je voudrais corriger une chose, on n'est pas le pays qui dépense le plus d'allocations au monde, ça ne signifie pas grand-chose d'ailleurs. Tout dépend comment on dépense. Les retraites en France sont très largement obligatoires et donc c'est ce qui fait qu'on a une dépense plus élevée que d'autres pays. Simplement, ils payent la même chose mais par des canaux privés. C'est la même chose pour l'assurance maladie. Ensuite, c'est vrai que le chômage doit mécaniquement faire baisser les allocations versées aux chômeurs quand ils baissent. C'est l'occasion d'économies, notamment qu'on peut redistribuer dans d'autres secteurs. Bien entendu. Est-ce qu'il y a des choses, des terrains sur lesquels on est trop généreux, voire inefficace ? Alors si on compare les dépenses au niveau international, on dépense effectivement un peu plus pour la défense nationale, parce qu'on faisait partie du camp des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, donc on peut discuter de ça. On dépense un peu plus pour le logement, parce que les allocations logement, notamment dans notre pays, sont importantes. Je l'ai dit, on dépense un peu plus pour les retraites, mais parce qu'on a parce qu'il est obligatoire, vous l'avez dit. Public, c'est obligatoire, hein, et dans certaines filières scolaires, notamment au lycée,
on est au niveau des pays, on a une dépense élevée parce qu'on est au niveau des pays qui dépensent, qui ont des lycées de haute qualité, et donc on dépense un peu plus. Mais en gros, si on compare à tuyaux équivalents, on ne dépense pas plus que les autres. Par exemple, les Anglais dépensent davantage d'allocations pour on sait assez peu d'allocations familiales, par exemple. D'accord, plus que les Français. Alors qu'on dit qu'on a une politique familiale pour le coup très très proactive. Christian Saint-Étienne. On a une politique familiale généreuse, mais les Anglais dépensent plus que nous dans ce domaine-là. J'entends. Christian Saint-Étienne, est-ce qu'on est assez efficace? Est-ce que c'est un problème d'efficacité? Le problème central est un problème d'efficacité et de remise en activité de la population qui est en difficulté. Alors je corrige la correction. Nous avons bien le poids de dépenses de protection sociale le plus élevé au monde. Alors c'est effectivement la comparaison qui est faite par toutes les organisations internationales, donc ça se fait pas sur un coin de bar, c'est des organisations internationales, l'OCDE, c'est 33 points de PIB et c'est le plus élevé. Alors effectivement, on compare à des pays avec lesquels il y a parfois des complément de retraite, comme aux États-Unis, mais là, faut savoir que, par exemple, aux États-Unis, 100% des Américains reçoivent une retraite en répartition du gouvernement fédéral et 40% des Américains se sont constitués en plus une retraite en capitalisation. Mais enfin, donc ça devient très technique. Quand on est dans sa voiture et qu'on pense allocation, on ne pense pas retraite. On pense allocation chômage, on pense allocation familiale, etc. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le ministre s'était trompé en les mettant dedans. Est-ce que c'est assez efficace, ce système? Et justement, c'est inefficace en ce sens que nous avons un taux d'activité plus faible qu'ailleurs, à peu près 10 points de moins que les autres. C'est-à-dire que nous avons, pour faire simple, 65% de la population en âge de travailler qui travaille, c'est 75% ailleurs, donc 10 points de plus. Et donc la grande question, pour ça que le ministre parlait de faire des économies, je pense pas que l'objectif central soit de faire des économies. L'objectif central, c'est effectivement l'efficacité de cette dépense sociale pour remettre les gens en activité, puisque finalement la principale source de dignité, c'est d'avoir un travail qui est aujourd'hui, on le sait, le principal vecteur d'insertion sociale. Et de ce point de vue, il y a déjà des choses qui ont été faites. Depuis Lionel Jospin, on avait mis en place la prime pour l'emploi, qui est aujourd'hui intégrée à la prime pour l'activité. La vraie question, c'est faudrait-il pas aller vers une allocation sociale unique, puisque nous avons un grand nombre d'allocations sociales. On a la prime d'activité, on a les allocations logement, l'allocation adulte handicapé, ainsi de suite. Est-ce qu'il faudrait pas aller vers une allocation unique, avec une grande interrogation qui serait de créer au fond un identifiant social individuel et qui permettrait de connaître l'ensemble des allocations qui sont reçues et d'une certaine façon, au fond, d'avoir une sorte de carnet de bord qui serait suivi par des travailleurs sociaux et qui permettrait de vérifier tout ce qui est reçu et qu'est-ce que les gens font par ailleurs, donc pour s'insérer sur le marché du travail. J'en entends qui sursaute en vous entendant parler. Donc c'est une restructuration de l'action sociale qui est nécessaire parce que c'est vraiment le point central, c'est de remettre les gens au travail quand ils le peuvent, évidemment. Marquons une pause là-dessus. On se posera évidemment la question des abus et puis celle de la politique, parce que c'est une idée quand même assez connotée politiquement que celle avancée par Bruno Le Maire. A tout de suite. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Avons-nous trop d'aide sociale en France? On se pose la question parce que le ministre de l'économie a clairement affiché son intention de les réduire, à la fois pour rééquilibrer le budget, en même temps parce qu'il considère que si l'emploi revient, eh bien on aura moins besoin d'aide sociale. On en parle avec Christian Saint-Étienne, l'économiste, et Louis Morin, le président de l'Observatoire des inégalités, vers lequel je me tourne maintenant. Est-ce qu'il y a des aides sociales qui vous semblent inefficaces à vous? Alors, les aides sociales, c'est l'argent de la collectivité. Donc en permanence, il faut se demander ce qu'on en fait. Il y a par exemple, et c'est certain, des allocations logement qui sont versées à des étudiants dont les parents sont très fortunés. Écoutez, on peut peut-être se passer de cette forme d'allocation. Bien évidemment qu'il faut faire des économies. Mais c'est totalement incompréhensible quand, d'un côté, vous donnez de l'argent aux riches. Je rappelle quand même qu'on s'est empressé de signer un chèque de 5 milliards d'euros aux plus riches et qu'ensuite, vous grappillez de l'argent sur le dos des plus pauvres.
c'est complètement incompréhensible. Bien sûr qu'on peut faire des économies, mais si on gaspille l'argent qu'on donne aux riches, c'est complètement incompréhensible pour l'immense majorité des Français. Les Français sont prêts à faire des économies, à faire des efforts, pour l'instant, que ça soit juste et équitablement réparti. Hier, il y avait une démagogie anti-riche. Aujourd'hui, on est dans l'anti-pauvre et c'est complètement incompréhensible. Ça suscite des incompréhensions complètes. Demander de payer davantage aux retraités, les retraités doivent bien payer davantage, mais pas si d'un autre côté, on donne de l'argent aux plus aisés. Donc ça, je crois que ça introduit dans l'opinion une incompréhension totale qui s'attendait à un changement par rapport aux politiques qui étaient menées précédemment et qui s'aperçoit qu'on continue à faire la même chose. Il y a un mot qui n'est pas prononcé mais qui évidemment est là en filigrane, c'est le mot assistanat. Et ça, pour le coup, c'est un mot qui est très connoté, qui est connoté à droite. Il avait été employé par Nicolas Sarkozy, il avait été employé par Laurent Wauquiez, l'actuel patron des Républicains, qui parlait de cancer de l'assistanat, mais aussi par François Fillon lors de la campagne électorale. Je souhaite que les revenus du travail soient toujours supérieurs à ceux de l'assistance. Pour moi, l'assistance est un droit, mais l'assistanat, c'est un piège. Est-ce que le gouvernement met clairement ses deux pieds à droite en avançant sur ce territoire-là ? Christian Saint-Etienne. C'est un vrai risque si Bruno Le Maire aborde la question sous l'angle uniquement des économies, même si quand on lit précisément ce qu'il dit, c'est pas probablement ce qu'il a à l'esprit, mais il donne trop l'impression qu'il recherche les économies, alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est restructurer pour remettre les gens qui sont en capacité de le faire au travail. Ça suppose de réserver les allocations finalement à ceux qui sont en impossibilité de retrouver un travail. Voilà, c'est ça que vous êtes en train de dire. Exactement, mais pour ceux qui sont en capacité de travailler, mais qui sont en grande difficulté parce qu'ils sont dans des bassins d'emploi où il y a un taux de chômage élevé, pour bien clarifier le débat d'ailleurs, il faut bien comprendre qu'on parle d'un taux de chômage en France qui est autour de 9%. Ce taux de chômage n'existe pas. C'est la moyenne entre le... En fait, il y a un truc absolument malheureusement, central. Ceux qui cherchent un emploi, eux, ils existent. Non, mais il y a un truc central pour comprendre les questions de chômage en France, c'est qu'il y a deux populations actives. Il y a une population active de personnes qualifiées, c'est à peu près 60% de la population active. Le taux de chômage de cette population est de 4,5%, et c'est cette population active qui constitue les principaux bénéficiaires de la reprise qu'on a depuis 18 mois. Mais les 40% peu ou pas qualifiés, dont certains ont en fait un taux de chômage de 15%. Donc le taux de chômage de 9%, c'est 4,5% pour 60% de la population et 15% pour 40% de la population. Et si en plus vous êtes peu ou pas qualifié dans un bassin d'emploi en difficulté, vous pouvez avoir un taux de chômage de 25%. Donc dans ces cas-là, vous avez des gens qui peuvent être en mesure de travailler, mais qui ont besoin d'être remis sur un parcours d'emploi avec une vision globale des prestations et des aides qu'on peut leur apporter pour se reformer. Donc c'est une vision globale qu'il faut avoir, et c'est surtout une restructuration de la politique sociale plus que de l'aborder sous l'angle des économies. Ça sera un sous-produit si on arrive à reformer les gens peu ou pas qualifiés et qu'ils retrouvent un emploi, mais on peut pas annoncer comme ça on va baisser les prestations pour des gens qui seraient en difficulté dans un bassin d'emploi qui est lui-même en difficulté. Louis Morin, d'accord avec ça ? Président de l'Observatoire des inégalités. La liste de Christian Saint-Etienne sur le marché du travail et les inégalités, simplement la politique à suivre, ces employés non qualifiés, ces ouvriers non qualifiés, c'est des feignants qui profitent de l'assistance ou quoi? C'est des gens qui ont besoin de quoi? Je suis d'accord. Non, j'ai pas dit que c'est ce que vous avez dit, mais ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de remise au travail, de formation, mais pas qu'on leur grignote leurs allocations logement. Ils ont besoin, pour retrouver un emploi, il faut pouvoir se loger. C'est important pour retrouver un emploi, les allocations logement aussi. Et donc ces gens-là, je suis tout à fait d'accord, il faut des politiques structurelles de formation, de reformation et de création d'emplois dans très grand nombre de secteurs. Ça va plus loin, ça va jusqu'à la réforme de l'école. Pourquoi n'a-t-on pas les moyens de réformer l'école? Pourquoi on consacre de l'argent pour les plus aisés plutôt que de réformer l'école globalement? Allons-y, agissons structurellement, je suis tout à fait d'accord, et on est un pays riche, un des pays les plus riches au monde, on a les moyens pour cela, et c'est ça pour moi qui me semble important. Merci Louis Morin, président de l'Observatoire des inégalités, merci à l'économiste Christian Saint-Etienne d'avoir été avec nous ce soir. Europe 1.